يلا 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 يا أخي قوم شفيع مرض سكري يلا 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 يا أخي قوم شفيع. Permettez-moi d'exprimer ma joie d'être parmi vous, présente dans ce colloque ô combien intéressant et combien riche. Je remercie toutes les personnes qui sont ici pour représenter soit la Fédération internationale de diabète, les présidents et les anciens présidents, aussi les présidents et les anciens présidents de la région MENA. Aussi un grand merci et félicitations aux 3 personnes qui m'ont permis d'être toujours dans cette manifestation, ce type de manifestation qui est la lutte contre le diabète. Le professeur Jamal Belkhadir, le professeur Abdelrahim Foukahi et Madame la professeure, notre chère Kbira Ben Abed. Le thème, c'est le droit et devoir des personnes atteintes de diabète. Les personnes atteintes de diabète sont issues de la charte internationale, appelée la charte internationale sur le droit et devoir, voire responsabilité des personnes atteintes de diabète. Ces droits, ils n'ont rien de nouveau par rapport à ce qui a été dit hier et ce qui a été défendu vivement par des personnes en ce qui concerne les droits et en ce qui concerne la reconnaissance de certains droits fondamentaux pour les malades diabétiques. Aussi, cette charte a le mérite de représenter ou d'être comme une référence en matière de soins, de traitement, de prévention et d'éducation à laquelle tous les pays et les peuples peuvent aspirer pour tout simplement reconnaître les droits, reconnaître la dignité, reconnaître certains droits sociaux, certains droits aussi tout simplement humains pour le malade diabétique. Ces droits, on peut les résumer tout simplement en ces points. Le droit aux soins, le droit à la dignité et respect de l'autonomie, le droit à l'information, le droit à l'éducation, le droit à la justice sociale. Et qui sont aussi des droits, je dis bien des droits humains, qui sont fondamentaux de toutes les manières pour tous ces malades, mais pour les malades diabétiques, vu leur situation distinguée, vu leur situation en quelque sorte un peu précise. Le droit aux soins, les personnes atteintes de diabète ont le droit à tout simplement à un diagnostic précoce et un accès abordable et équitable aux soins et aux traitements, indépendamment de la race, de l'origine ethnique, du sexe, de l'âge, y compris l'accès à des soins psychosociaux et de soutien. Tout simplement, en 2 mots, non à la discrimination vis-à-vis des malades diabétiques. Le droit aux soins pour ces malades, il nécessite aussi d'être reçu régulièrement ou de recevoir régulièrement des conseils fiables par, bien sûr, les personnes qui sont des partenaires en ce qui concerne la prise en charge, en ce qui concerne tout simplement le soin de ces malades diabétiques. Et le droit de recevoir régulièrement des conseils fiables, une éducation aussi au diabète, un traitement conformément à la bonne pratique qui se focalise sur le besoin, quel que soit le cadre dans lequel ils reçoivent les soins. Le droit toujours aux soins nécessite pour ces malades diabétiques de bénéficier d'un secteur de santé de proximité, proactif, ainsi que des campagnes de prévention et d'éducation dans chaque établissement de soins de santé. Dans les malades diabétiques, on peut trouver aussi les femmes, les enfants, les adolescents. Alors pour les femmes, normalement, une femme diabétique a le droit à l'accès aux services de haute qualité, à des soins pendant et après la grossesse et l'accouchement, vu la situation de la femme lorsqu'il est diabétique et vu aussi l'influence de cette maladie pendant sa grossesse, sur les enfants bien sûr et sur son entourage. L'enfant et l'adolescent aussi, ils ont trouvé place dans cette charte internationale en ce qui concerne leur droit à l'accès aux services de haute qualité et des soins pendant l'enfance, à l'adolescence, tout en reconnaissant les besoins particuliers de ceux qui ne sont pas nécessairement en mesure de se faire entendre. En 2 mots, non à la discrimination non plus en ce qui concerne les États ou tout simplement les situations sociales. L'enfant et l'adolescent toujours ont le droit
à des soins de transition appropriés, bien sûr leur évolution, portant sur la progression de la maladie et les changements qui surviennent avec l'âge. Toujours, le droit aux soins nécessite un droit à la dignité pendant ces soins et au respect de l'autonomie. Être traité avec dignité et respect, y compris le respect des convictions personnelles, religieuses, culturelles par les prestataires de soins de santé. Et donc ça, ce sont des droits qui vont devenir par la suite des devoirs normalement et des obligations pour les prestataires de soins et l'environnement justement du malade, du patient diabétique. Le droit aux soins nécessite aussi le respect de la dignité et aussi de l'autonomie du malade diabétique en ce qui concerne justement ses soins. Le droit de porter plainte aussi contre toute personne qui touche et qui porte atteinte à des droits sans que cela ne porte préjudice à leurs soins et à leur traitement. Et ça, on peut l'imaginer notamment dans des endroits de travail ou encore dans des endroits où les patients, des fois, ils suivent tout simplement leurs soins. Et le secret professionnel aussi, c'est un droit fondamental pour ces malades diabétiques, parce que hier, on a souligné à plusieurs reprises que des fois, on a honte de dire tout simplement qu'on est malade, on a honte tout simplement de dire qu'on a le diabète. Et donc, le secret professionnel oblige le droit à ce que toutes les informations relatives à cette maladie soient gardées confidentielles entre le malade diabétique et les personnes qui sont tout simplement qui le prend en charge dans ses soins. Et que ces informations ne soient divulguées à des tiers sans leur consentement, bien évidemment. Le consentement et comment ce consentement, cet élément important dans les relations normalement malades, n'importe quel malade, et aussi les partenaires notamment des soins, et pour le diabétique, ça prend aussi beaucoup d'importance et de l'ampleur. Avoir le choix de prendre part à des programmes et recherches ou non, sans que cela porte préjudice à leurs soins et à leur traitement. Le droit de participer aux soins, l'obligation aussi, et le droit de ces diabétiques de participer eux-mêmes à des soins, à participer aussi à des décisions à prendre en ce qui concerne leur santé et leur situation, défendre et faire la promotion individuellement, collectivement, de l'amélioration des soins et services relatifs au traitement du diabète auprès de prestataires de soins et des décideurs. Droit à l'information et à l'éducation, ça aussi, ça a été souligné. Ça aussi, j'ai bien entendu hier qu'il y avait même des expériences qui sont en train de, justement, de se faire, que ce soit sur le Maroc ou ailleurs. L'information et l'éducation en matière de diabète, l'importance en ce qui concerne le diabétique. Le droit à l'information et à l'éducation toujours nécessite la façon dont on peut prévenir le diabète. Comment la maladie peut être gérée de façon efficace. Le malade diabétique a le droit d'être informé sur tout ce qui concerne cette évolution, tout en ce qui concerne les moyens de la prise en charge de cette maladie. Droit à l'information et à l'éducation aussi nécessite des informations éducatives et cliniques et aussi la manière d'accéder à des ressources en ce qui concerne, que ce soit la recherche, la prise en charge, ou encore les soins et les médicaments. Droit à l'information et l'éducation aussi nécessite une éducation de haute qualité, pas n'importe quelle qualité, en matière d'autogestion du diabète au moment du diagnostic, où nous savons très bien comment le diabète, c'est un travail à faire, je dis bien un travail à faire entre le malade et ses partenaires ou les personnes qui le prennent en charge. Le droit à l'information et à l'éducation nécessite aussi une éducation qui intègre aussi les aspects cliniques, comportementaux, psychosociaux du diabète dans un groupe ou individuellement. Participer à l'évaluation et à la planification ainsi qu'au suivi de leurs propres soins de santé et leurs objectifs. Le droit à l'information et à l'éducation du diabétique nécessite aussi le droit à des informations fiables sur les noms et la posologie des traitements et des médicaments. Être informé sur tous les produits, notamment sur les effets de ces produits, notamment sur l'évolution en ce qui concerne ce côté médicament. Droit à l'information et à l'éducation nécessite aussi d'être informé sur les réactions de ces produits et médicaments, sur les effets secondaires potentiels et sur les interactions avec d'autres affections médicales et d'autres thérapies propres à l'individu soigné. Droit à l'information du diabétique et à l'éducation nécessite aussi un accès personnel à leurs dossiers médicaux et autres renseignements pertinents à leurs demandes.
Le droit à ce que ces informations soient partagées avec les personnes de leur choix sur réserve de leur autorisation. Et ça rejoint toujours le droit d'être soigné dans la dignité. Le droit à la justice sociale, qui pose un problème énorme pour les diabétiques. Il a le droit d'être membre de plein droit de la société, traité avec respect et dignité, sans éprouver le besoin de dissimuler le fait qu'il soit atteint du diabète. Le droit à la justice sociale nécessite aussi que le patient a droit à des médicaments et des technologies de monitoring de diabète abordables. Le droit aussi à la justice sociale nécessite d'être traité équitablement dans leur emploi et dans les lieux de leur emploi et tout au long de la progression de leur carrière, tout en reconnaissant qu'il existe certaines professions où des risques identifiables peuvent limiter l'emploi de personnes atteintes de diabète. Le droit à la justice sociale nécessite aussi que le diabétique ou le malade diabétique doit être traité avec respect et dignité, quel que soit le milieu dans lequel elles évoluent. Le milieu de travail, le milieu de scolarité et le milieu social tout simplement. Et de ne pas être victime de discrimination dans la fourniture de toute forme de couverture d'assurance. Et nous remarquons tout simplement que certaines maladies ne sont pas couvertes par certaines couvertures d'assurance ou assurance maladie. Le droit à la justice sociale nécessite aussi, pour le malade diabétique, d'être pleinement pris en charge dans les activités préscolaires, les écoles, pendant les activités extrascolaires et les clubs sociaux, ainsi que sur le lieu de travail, et d'avoir le droit et le temps d'assister aux entretiens médicaux, ainsi que de pouvoir réaliser les autotests dans l'intimité et s'administrer les médicaments dans un endroit propre et sûr. Et ce discours, normalement, il est orienté vers, normalement, les entreprises et la gestion des entreprises pour avoir des lieux qui sont spécifiques pour les malades diabétiques. Le droit à la justice sociale nécessite aussi pour le diabétique de créer, de participer à une association des patients représentatifs et de solliciter l'appui d'organisations de santé ou liées à la santé et à la société civile, le droit tout simplement ou la liberté d'expression pour le malade diabétique. Mais ce malade diabétique aussi, pour qu'il se voie ses droits, bien sûr, reconnus par les partenaires, par les pairs, par les personnes qui sont avec lui dans cet entourage de la prise en charge de sa maladie, et il y a aussi des devoirs et des responsabilités, notamment pour ces malades. Ils ont des devoirs et des responsabilités relatives au partage des informations avec leurs prestataires de soins de santé sur l'état de santé, les types de médicaments qu'ils utilisent. Comme ça, ils informent bien les prestataires de soins et les prestataires de soins. Ils vont prendre bien sûr tout ça en considération pour bien informer et aussi pour bien gérer avec le malade cette maladie. Ils ont aussi l'obligation d'informer en ce qui concerne leurs allergies, leur milieu social, leur mode de vie, ainsi que toute information qui peut s'avérer pertinente pour faire des recommandations médicales et déterminer le traitement le plus approprié. Et cela, bien sûr, pour faciliter aux partenaires de soins la prise en charge de la maladie, mais cela aussi se fait dans la dignité, se fait aussi dans l'obligation de secret professionnel. Aussi, parmi les devoirs, il est dans la responsabilité, dans l'obligation d'adopter, de mettre en œuvre et de surveiller des habitudes de vie saines dans le cadre de l'autogestion de leur diabète pour faciliter la tâche, bien sûr, avec la relation et avec les partenaires. Aussi, l'obligation de faire part à leurs prestataires de soins de santé de tous les problèmes qu'ils éprouvent concernant le plan de traitement qui leur est recommandé, y compris les obstacles à sa bonne mise en œuvre. Autrement dit, de ne rien cacher à son patient, à son médecin ou à la personne qui le prend en charge, la personne de santé tout simplement. Ils ont l'obligation et la responsabilité d'informer aussi la famille, l'école, l'employeur et l'entourage pour qu'on puisse tout simplement prendre les décisions nécessaires. Alors ces droits et ces obligations, normalement, qui font le contenu de cette charte internationale, ils trouvent leur source dans certaines conventions, voire dans certains, tout simplement, textes au niveau national. International. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi de suite. Aussi, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, l'article 25, la deuxième partie, la maternité et l'enfance ont droit à une aide, à une assistance spéciale, et ainsi de suite. Je continue pas à lire. Il trouve aussi la source dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment l'article 12, le droit à toute personne de jouir de meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Elles trouvent leur source aussi dans la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris s'ils concernent la planification de la famille. Aussi dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aussi ils trouvent leur source dans la déclaration d'Alma-Ata provenant de l'OMS. Aussi, ils trouvent la source aussi dans la Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé de travail. Donc ça, en ce qui concerne ces ressources internationales de la charte. Mais si on veut tout simplement adapter cette charte au Maroc, aussi à nos obligations et à nos textes aussi au Maroc, je peux tout simplement faire référence à cela pour dire que ici au Maroc, pour adapter le contenu de cette charte en ce qui concerne les obligations et responsabilités, nous avons la Constitution marocaine, notamment l'article 31, l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste organisée par l'État. Nous pouvons aussi, pour adapter cette charte, le contenu de sa charte au Maroc, nous référer aussi au Code de la couverture médicale de base marocain, notamment la loi 65500 portant Code de la couverture médicale de base, qui dispose dans son préambule: la protection de la santé implique pour l'État l'engagement d'assurer gratuitement les prestations de santé préventive à l'ensemble des citoyens, à titre individuel et collectif, l'organisation d'une offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire. Comme nous le pouvons trouver ça aussi dans certaines lois spécifiques, notamment la nouvelle loi sur l'exercice de la profession médicale, sur l'exercice de la profession infirmier, le code déontologique des médecins, le code déontologique des pharmaciens et le code de travail marocain. Sur cela, je vous remercie.